élections américaines sont imminentes et les enjeux qui en découlent sont d'une importance majeure pour l'avenir du monde entier et de l'Occident en particulier. Loin des clichés habituels et de la cacophonie auxquels s'adonnent les grands médias depuis des mois, nous avons décidé d'auditionner un témoin en la personne de Chibel El-Sabeh pour nous présenter les enjeux politiques, socio-économiques et géostratégiques de cette élection cruciale. Professeur des universités, enseignant l'économie internationale et la macroéconomie, vous êtes spécialiste des marchés financiers et du monde anglo-saxon. Ma première question est donc la suivante. Qu'est-ce que ces élections du 8 novembre prochain racontent de l'État des États-Unis et de l'État fédéral américain? Chibel El-Sabeh. En ce qui concerne ces élections, elle a une spécificité, c'est qu'elle arrive après une très longue période de croissance économique. Alors, en plus, cette période de croissance économique, elle a aussi une spécificité, c'est qu'elle s'est faite sans augmentation de la productivité américaine. Voilà. Il n'y a pas eu d'augmentation de productivité, il n'y a pas eu d'investissement aux États-Unis. Donc, on arrive au bout d'un cycle économique très très long. Je crois que à la fin de l'année, ce sera le cycle le plus long depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le monde prévoit à peu près, voilà, on sent tous que l'année prochaine, elle sera une mauvaise année économique pour les États-Unis. Voilà. En ce sens qu'il faut un second souffle à cette économie. Et ça arrive juste au moment où il y a des élections américaines. En fait, elle ressemble beaucoup cette année, mais en moindre degré, à la période Clinton. La fin de la période Clinton, où Clinton avait connu 6 ans de croissance économique spectaculaire, sauf que ça s'est fait avec, à la fin du mandat Clinton, il n'y avait pas de déficit budgétaire, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien, quoi. Je veux dire, l'Amérique était calme. Donc le relais a été facile, disons. C'est facile, le relais ne sera pas facile. Parce que la personne qui va hériter, elle va hériter d'une situation économique fragile, voilà, disons ça. En plus, vient de se greffer dessus, vient se greffer dessus 2-3 éléments, donc fin d'un cycle, mais aussi la dette colossale, on en parlera, et puis aussi un troisième élément, la problématique de l'immigration aux États-Unis. Voilà. Alors, et bien sûr, l'immigration et la mondialisation qui vont ensemble. Voilà, les deux ensemble. Donc, transfert de capitaux et transfert de main-d'œuvre. En même temps, c'est ça la mondialisation. Les gens oublient que la mondialisation, elle est faite de deux éléments. C'est ce que Merkel, d'ailleurs, n'arrête pas de le rappeler. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur l'élément migratoire, qui est quand même un des thèmes forts du candidat Trump. Qu'est-ce que ça dit sur l'état des États-Unis à ce niveau-là? En France, on le sait, on l'entend régulièrement, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis d'un point de vue de l'immigration? La mondialisation, elle a été profitable à une catégorie de gens qui ont immigré dans les pays occidentaux. Voilà. Elle a été profitable aussi au capital, qui a voulu de cette immigration à un certain moment, parce que ça faisait baisser les coûts de production. Elle n'a pas été profitable aux blancs américains. Voilà, aux blancs pauvres américains. Ce qu'on appelle le white trash, si on peut résumer ça comme ça. C'est les gens les moins éduqués qui travaillent dans les usines d'automobiles et qui travaillent généralement ils travaillent dans l'industrie et dans l'agriculture, même pas dans les services, quoi. Ils sont très peu dans les services offerts. C'est les régions plutôt semi-agraires des États-Unis, la Virginie, etc. C'est les gens des mines aussi, voilà. C'est des blancs, tout ça. Donc, alors que le Mexicain qui arrive aux États-Unis, c'est le paradis pour lui. Le blanc de Virginie, lui, il pense que celui-là va lui... Voilà, à tort d'ailleurs, hein, il n'a pas raison, mais sauf que lui, il pense que la mondialisation, elle a été à ses dépens. Ça, il a raison, mais pas à cause du Mexicain qui est venu, qui a traversé la frontière. Son ennemi, il est ailleurs, en fait. C'est pas le petit Mexicain. Il est plutôt dans les centres-villes. Voilà. Donc, on est dans une logique, là. Il y a une mondialisation qui profite aux firmes multinationales américaines, voilà, qui n'ont jamais autant regorgé de cash, et à l'establishment en général financier, etc. Et aussi, ça profite à une certaine catégorie de gens qui viennent trouver du boulot aux États-Unis à faible coût. Et ça. La middle class, elle est en train de disparaître, et les pauvres blancs sont en train de... Excusez-moi d'utiliser le terme blanc, mais bon, c'est véridique, quoi. Parce que c'est la base de Trump. Et les gens n'ont pas compris une chose. Pourquoi Trump a pu continuer jusqu'à maintenant? Parce qu'il a su élargir la base électorale du Parti républicain pour la première fois de l'histoire du Parti républicain. C'est-à-dire, pour être élu aux États-Unis président, il faut, si on est républicain, il faut à peu près 80% du vote blanc. Voilà, toujours. C'est ça la règle.
80%, c'est énorme. Trump, peut-être qu'il a 70, 75, on ne sait pas maintenant, tout à fait, on n'est pas sûr. Sauf qu'il a 70, 75, non pas des anciens 100, mais de 120. Les votants blancs nouveaux qui rentrent dans l'arène pour voter, il y a une augmentation, on ne sait pas exactement quoi, mais on sait que c'est 10, 15, 20%. Voilà. Donc, au fait, il récupère 70 de 120. Et non plus de 80 de 100. C'est quand même. Et ça, ce qui a fait sa force, c'est comme ça qu'il a pu éliminer ses concurrents. Oui, d'accord. Comment il a pu éliminer les concurrents d'un establishment aussi fort, aussi puissant, aussi à tous les niveaux monétaires, éducation, etc. Il n'a même pas un seul intellectuel avec lui, Trump. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'en ai pas. Alors, comment comprendre que ce type arrive jusque-là? Voilà. Donc, en fait, il a su entraîner un nouvel électorat qui ne votait pas, qui était désespéré. Des abstentionnistes. Hein? L'abstention. Voilà. D'accord, c'est l'abstention qui se mobilise pour Trump. Abstention de blanc. D'accord, ok, oui. Ça va quand même un abstentionnisme spécial, quoi. Je veux dire, il est dans une seule communauté. Donc, à partir de là, on est dans une conjoncture assez spéciale à ce niveau-là. C'est spécifique à cette élection-là, puisque c'est un phénomène nouveau. Et alors, on se trouve, tout bascule, parce que les firmes multinationales, elles sont maintenant du côté des démocrates, de Hillary Clinton, en même temps que les minorités. Voilà. Et ça, c'est un phénomène complètement nouveau. C'est un mix qui est assez spécial, qui n'existait pas il y a 20 ans. En fait, on a l'impression que les héritiers de la mondialisation telle qu'elle a été mise en place, les Américains parlent de globalization, et non pas, telle qu'elle a été mise en place par Reagan et Thatcher, en 82, les vrais héritiers sont les démocrates. Et c'est Clinton qui a réussi à propager l'idée libérale partout sur la planète, ce qu'on appelle le consensus Washington. Obama a très bien pris la relève et a essayé de calmer le jeu militairement aussi sur la planète. Et en plus, il a essayé de faire passer le TTP, le TTAF, les accords transatlantiques et les accords transpacifiques. Donc, il était dans la même lignée. Alors que George Bush, il a eu un arrêt assez important dans la mondialisation. Donc, on a l'impression que c'est les démocrates qui sont porteurs de ce néolibéralisme sur la planète et que les républicains, parce qu'il y a une grande partie de la base WASP qui, elle ne veut plus de cette mondialisation. Ouais. L'enjeu se trouve actuellement, je pense que c'est une analyse simpliste, mais réaliste de la situation américaine. D'accord. Juste revenir sur un petit élément rapidement. Le consensus de Washington, quel est-il et comment s'est-il élargi depuis Le consensus de Washington a été mis en place après la chute de l'Union soviétique. C'était un modèle qui est tiré d'une pratique, de la pratique qu'a fait Pinochet au Chili déjà, Friedman et compagnie. Donc l'idée c'était quoi? C'était de construire un État à partir de zéro, la Russie, après l'Union soviétique. Et cet État, il devait aller dans 3 axes. Voilà. Le premier axe, c'est que c'est moins d'État. Il fallait un État plus maigre, disons, avec beaucoup moins de sociétés appartenant à l'État, donc d'où les privatisations. La deuxième idée, c'est que l'État ne subventionne plus. Voilà, ne subventionne plus les intérêts, ne subventionne plus les agriculteurs, ne subventionne plus toutes les subventions qui ont eu lieu à un certain moment dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Hein. Et la troisième idée, c'est d'ouvrir les frontières. Voilà. Et c'était destiné à la Russie au départ. Quoi. La Russie, c'était un laboratoire énorme pour eux. Voilà. Bon, et en même temps, il a été imposé à travers le FMI, la Banque mondiale et toutes les grandes institutions, et l'OMC aussi. Bon, et ça a été imposé petit à petit dans presque tous les pays du monde. Voilà. Surtout les pays en voie de développement. Pas dans les pays développés, parce que les pays développés ont vu leur dette augmenter, alors que le consensus de Washington préconise de ne pas augmenter les dettes. Bon, il y a plein de choses. Mais bon, tout le monde a privatisé. Toute la planète entière s'est mise à privatiser, donc l'État est devenu plus maigre. Mais ce faisant, il est devenu plus faible aussi. Voilà. Et on a vu en même temps baisser les budgets militaires, par exemple, partout dans le monde. Partout, bien sûr. Et en France y compris, oui. Sauf aux États-Unis. Ouais. Et on a vu l'augmentation de la dette un peu partout. Et l'ouverture des frontières. Rappelez-vous, en France, début Mitterrand, il n'y avait pas de... Voilà, on ne pouvait pas sortir avec des euros ou des francs à l'époque, en dehors des frontières. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible maintenant. Tout le monde ouvre des comptes un peu partout, à condition de les déclarer, bien sûr.
Donc on a libéralisé le capital, on a libéralisé pour la première fois de l'histoire. Jusqu'à cette date-là, c'était uniquement le travail qui était libéralisé. C'est-à-dire, les pays importaient, entre guillemets, un seul facteur de production, le travail. Donc Peugeot, Renault, Chrysler, tout le monde importait des travailleurs immigrés. Et ce modèle a bien fonctionné parce que la concurrence se faisait par la baisse des coûts en important des travailleurs immigrés. Sauf qu'avec le consensus de Washington, on passe dans un autre modèle économique, du jour au lendemain presque, ça s'est fait en 4-5 ans. Ce modèle-là préconise le transfert des capitaux. On dit voilà, les capitaux sont libres d'aller où ils veulent, quoi. Et on a les garanties des États parce que les États sont devenus des États libéraux, qui acceptent de jouer le jeu au niveau mondial. Donc on a les capitaux. Renault n'a plus besoin d'investir en France, ils vont investir ailleurs. Ford n'a plus besoin d'investir aux États-Unis, ils investissent au Mexique. Donc le capital va se déplacer à la place des immigrés. Voilà. À la place d'emmener les immigrés, on va déplacer les capitaux. Donc l'enjeu du consensus de Washington, c'est un enjeu libéral par excellence, où il libéralise au fait les firmes multinationales. Les firmes multinationales, dorénavant, elles n'ont plus cette contrainte politique ou démographique de devoir emmener des gens chez eux, à domicile au fait. On va chez les autres. Voilà. Et c'est cet enjeu-là. C'est un des enjeux d'ailleurs de cette élection-là aux États-Unis, parce que Trump, il s'attaque à qui en plus, on n'a jamais vu ça. Un candidat à la présidence américaine qui s'attaque surtout aux firmes multinationales. Il s'est attaqué à Amazon, à Apple, à Facebook, à Google. Il s'est attaqué à tout le monde, au fait, toutes les grandes multinationales qui se font le bonheur des États-Unis, qui font l'économie américaine. Et pourquoi ? Parce qu'il ne veut plus de ce libéralisme économique, parce que ce libéralisme économique, la contrepartie pour les États-Unis, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est plus d'immigrés chez eux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas en Europe. L'Europe, c'est un enjeu maintenant, on en discute, etc. Mais aux États-Unis, on ne peut pas dire « Oh, on va envoyer des capitaux au Mexique sans que les Mexicains viennent chez nous. » Le NAFTA tombe à l'eau, voilà. Le TTIP aussi, le TTFA aussi tombe à l'eau, le TAFTA. Donc on est dans Trump, il dit voilà, je ne veux plus que les capitaux sortent du pays. D'ailleurs, il préconise le rapatriement de 2,4 000 milliards de dollars qui sont en Europe, presque la totalité, notamment en Irlande. C'est le cash qu'à Apple, par exemple, ils ont 200 milliards de dollars de cash dans leur bilan. Ils sont où ? Ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en Europe. Oui, bien sûr. Voilà. Les réactions le montrent. On voit toutes les firmes de la Silicon Valley s'insurger contre Donald Trump, fait qu'on n'a jamais vu avant. Et cette fois-ci, il se prononce. Les acteurs d'Hollywood font des grandes campagnes de presse pour diffamer Trump, avec des insultes quasi d'une hystérie assez invraisemblable. Donc on voit bien que le capital se sent visé. Mais oui, il est visé. Oui, d'accord. Il est visé par Trump. Trump, il a un nouveau modèle économique. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point il est mature, ce modèle économique. Parce que, quand même, c'est un grand bateau, les États-Unis, et pour le faire bouger de là où il veut, dans la direction où il veut, ça peut prendre des dizaines et des vingtaines d'années. Je ne sais pas si le système américain peut le permettre dans l'état actuel des choses. Parce que c'est trop lourd ce qu'il propose. Voilà. D'où le problème, d'ailleurs. Il a un problème avec son programme à ce niveau-là. C'est qu'il va provoquer une crise automatiquement, pas la première année, mais peut-être la deuxième ou la troisième année. Alors, dans ce contexte-là, Hillary Clinton, c'est la continuité. Voilà. On ne change rien, on laisse rouler. Etc. Bon, alors, elle a un problème, Hillary Clinton. Et ce n'est pas le problème que tout le monde raconte, ni l'aimer, ni comme ça. Son problème, c'est essentiellement la chose suivante. L'électorat de Bernie Sanders, c'était un électorat de jeunes. Les 18-25 ans ont voté massivement Bernie Sanders, 70 à 80%. C'est un peu le même ratio qu'a connu Obama. Donc, logiquement, on n'a jamais vu des élections, en fait, de quelqu'un qui est élu qui ne soit pas élu par la jeunesse. Voilà. Et logiquement, il aurait dû être élu. Bernie Sanders aurait dû être Sauf que le grand capital ne voulait pas de Bernie Sanders. Évidemment. Voilà. Mais au niveau du peuple démocrate, du Parti démocrate, il voulait Bernie Sanders. Donc elle a un problème avec la jeunesse démocrate. Parce que dans son équation, on a les grandes sociétés multinationales, on a Wall Street, on a les minorités, mais elle n'a pas les jeunes. Donc si je vous suis bien,
les jeunes qui avaient porté Barack Obama jusqu'à la Maison-Blanche ne la suivent pas. Et on vient de voir aujourd'hui que Donald Trump pourrait ne pas reconnaître la légitimité de Hillary Clinton à l'issue du scrutin. Donc elle part quand même déjà avec un défaut de crédibilité considérable, si elle est élue. Elle sera élue avec beaucoup d'espace vide. Voilà. C'est pas une élection où elle va pouvoir fédérer les États-Unis. Voilà. Même si elle a 55%, hein, c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'au niveau socio-économique, il manque une case importante. Il y a trop d'angles morts. Ouais, il y a la jeunesse. Faites un sondage auprès de la jeunesse américaine actuellement, surtout de gauche, dite de gauche ou démocrate, vous allez voir, ils disent on ne veut pas les deux. D'ailleurs, si vous regardez les médias sociaux, tout le monde dit la même chose. On ne veut pas des deux, les deux sont mauvais. Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est confortable comme position, mais ça débouche sur rien. Qui contrôle les médias sociaux, c'est les jeunes. Oui, voilà. évidemment, oui. Les médias, je parle des médias sociaux, je ne parle pas de la télé, de Fox TV, etc. Donc les jeunes, ils disent, mais ils sont dégoûtés des deux. Sauf que, ils sont la plupart démocrates, je veux dire, la jeunesse américaine. Mais elle a un problème, elle a un handicap à ce niveau-là de taille. Voilà. Et si jamais il y a une récession aux États-Unis, et on aura une, comme d'habitude d'ailleurs, on risque d'avoir un problème dans cette catégorie socio-économique. Parce que les jeunes sont les premiers visés. Voilà. Et les blancs pauvres. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est ça le risque actuellement. Voilà. Alors qu'Obama, il n'avait pas ce problème. Obama a connu la récession la plus grave de l'histoire. Il n'y a pas eu une seule manif aux États-Unis, alors que par exemple, Clinton, en 1994, deux ans après qu'il soit élu, les États-Unis étaient en récession, beaucoup moins grave que celle qu'a connue Obama. On pouvait plus descendre à Los Angeles. Downtown était une zone militaire. Voilà. Il y a eu une révolte, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui a duré des semaines. L'État américain ne pouvait pas intervenir. Ce qu'on n'a pas connu Obama. Oui. Obama a été accepté et porté par les minorités et les jeunes. Donc ceux qui peuvent du grabuge, voilà. Donc il a eu un état de grâce qui s'est prolongé quasiment sur le premier mandat. Par sa personne. Voilà. Par sa personne, Elle aura à peu près le même problème que Bill Clinton. Voilà. Bon. À peu près. Voilà. Cette famille alors. Oui, voilà. Alors la deuxième question que je voulais vous poser, c'est quand même un élément dont personne ne parle, en tout cas en France, et je ne crois pas non plus aux États-Unis, c'est l'éléphant dans le salon. There is an elephant in the room, ce qui veut dire la dette. Qui quand même est assez considérable. Que faire de cette dette et quels sont les enjeux de cette dette avec les grandes puissances internationales comme la Russie et la Chine, qui sont quand même premiers fournisseurs de capital. Alors, vous faites bien de soulever cette question parce que c'est la question qui a été le moins soulevée dans ces élections, alors que je veux dire, j'ai vu les trois débats et peut-être qu'ils en ont discuté 10 secondes en passant comme ça, et c'est le problème majeur. Pourquoi c'est le problème majeur? Quel que soit le président prochain aux États-Unis, une règle de 3, simple, évidente, que tout le monde peut faire, va nous expliquer que les États-Unis seront incapables de payer les intérêts de la dette. Alors, on a un PIB, une dette par rapport au PIB de 100%, supérieure à 100%, on est à 104, 105 maintenant. Elle va augmenter cette année d'ailleurs, le déficit a réaugmenté cette année, pour la première fois depuis 6 ans. Le déficit américain a baissé, et là, il réaugmente pour plusieurs raisons. Voilà. Parce qu'il y a un état de grâce qui est terminé, parce qu'il y a des impôts nouveaux, parce qu'il y a plein de choses. Donc là, on va être, fin 2016, à 107, 108, et à la fin de 2017, on va aller vers les 110%. Or, les États-Unis ont besoin d'un taux de croissance économique, comme la plupart des pays d'ailleurs, de 2%. D'accord ? Pour stabiliser le chômage, ou peut-être un peu le faire baisser. Le problème, c'est que si les taux d'intérêt sont à 2%, ça veut dire que l'État américain, le gouvernement américain, doit récupérer tous les intérêts. Oui, donc ça fait beaucoup. De la croissance du PIB. Donc il doit récupérer tout le PIB pour payer les intérêts. Donc il doit augmenter les impôts de telle façon qu'il puisse payer les intérêts. Alors on parle fin 2017. On ne parle pas de fin 2018, ni 2019, ni 2020. Et les deux candidats, qu'est-ce qu'ils nous proposent au niveau du déficit budgétaire ? Les deux vont augmenter le déficit budgétaire. Alors, il y a Hillary qui va l'augmenter légèrement,
parce qu'elle est dans la continuité, donc elle va avoir un congrès qui va tous les ans lui augmenter le plafond de 3 à 4%, à 5%, comme ils ont fait avec Obama. Donc elle est dans la continuité, sauf que c'est une continuité qui va devenir de plus en plus dangereuse, et dans un an ou deux, elle sera intenable. Surtout si les taux d'intérêt montent. Hein. Et Trump, lui, il va très fort, il adopte une politique keynésienne, sauf que cette politique keynésienne, et c'est drôle, hein, c'est un républicain, il adopte une politique keynésienne. Encore quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Jamais vu. Les républicains sont sidérés de voir qu'ils portent un programme keynésien à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'il le fait, la politique keynésienne, la politique de l'offre keynésienne, elle se fait dans un contexte où on est dans une récession et on veut en sortir. Les États-Unis, et donc on a très peu de dettes, on commence à avoir des dettes et on augmente les dettes. Là, on est à 110% des dettes, à 105-110% des dettes. Donc il va à peu près augmenter les dettes, d'après les calculs, ça va entre 3 000 milliards et 5 000 milliards. Donc, il va augmenter les dettes, autrement dit, il va augmenter les dettes entre 20 et 30%, allez, grosso modo. 20 et 25%, voilà. Donc on est dans une situation où la dette, même proposée maintenant, ne va pas baisser. Donc quelle est l'issue au bout d'1 an et demi ou 2 ans? Voilà. On a un problème aux États-Unis, c'est que l'issue, surtout si les taux montent à 2,5, 3, ce qui est même très en dessous de la moyenne historique. Hein. La moyenne historique, elle est un peu plus que ça. Non, mais disons que les taux sont à 2,5, 3 sur le 10 ans. Voilà, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, ils commencent à monter un petit peu là. Et surtout que la Fed veut augmenter ses taux à la fin de l'année. Donc si on est à 2,5, 3, ça veut dire que le taux de croissance économique doit être 2,5, 3, que les États-Unis augmentent les impôts de façon à récupérer le gouvernement de 2,5, 3 pour pouvoir payer les intérêts. Ce sera très impopulaire aux États-Unis. Tellement impopulaire parce qu'ils ne vont pas les récupérer d'une certaine catégorie socio-professionnelle ou d'une certaine catégorie sociale, ils vont les récupérer de tout le monde. Donc il y a augmentation de TVA, augmentation de social. Donc le prochain président aux États-Unis, quoi qu'il arrive, dans 2 ans, il est impopulaire. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Ou, comme le disait Trump à un certain moment, on fera défaut sur la dette. Oui, c'est-à-dire il a dit ça comme ça, parce qu'il pensait gérer les États-Unis comme il gère ses affaires. Oui. Profiter de son rapport de force pour asseoir sa domination. Mais c'est déclarer une guerre, bien sûr. Voilà, c'est une déclaration de guerre. On n'est pas un grand pays, on est un grand pays. En fait, c'est une logique mafieuse. Voilà, je dis, la logique de Trump est une logique de capitalisme mafieux. C'est je suis fort, donc je ne vais pas payer. Ou je suis fort, je vais vous piquer vos sous. Voilà. Je suis fort. Donc on est dans la logique, on n'est plus dans la logique du marché qui régit tout d'une façon opaque. Non. On est dans une logique d'un mafieux bien armé. Voilà. Et ça, c'est un capitalisme de genre nouveau qu'il propose. Hillary, elle est en train toujours de jouer dessus, sauf qu'elle elle peut pas. Elle n'a pas beaucoup de marge. Hein. Elle aura 1 an ou 2. Il y a un problème qui va se poser. Et il faut voir aussi qui va contrôler le Congrès aux États-Unis. Parce que si c'est les républicains qui contrôlent le Congrès, elle aura encore un double problème. Ouais. Ah oui, bien sûr. Si c'est des démocrates et ils laissent filer le budget autant qu'ils veulent, on va voir les taux d'intérêt exploser. Oui, donc ce qui sera très problématique. Voilà. Donc, elle aura un problème dans 2 ans. Lui, il va provoquer un problème tout de suite, mais peut-être ça fera monter Wall Street parce que il va faire baisser les impôts. Entre-temps, en plus, il fait baisser les impôts d'une façon dramatique, spectaculaire. Il passe de 28 à 15 du jour au lendemain sur les sociétés. Et en fait, il va s'aligner sur les taux de l'Irlande. Pour récupérer les capitaux américains qui sont partis en Irlande. Exactement. D'accord, donc ça fait partie de sa logique de rapatriement. Exactement. Okay. En pensant qu'il va pouvoir rapatrier les capitaux étrangers. Sauf que les capitaux américains à l'étranger sont bien pour la balance commerciale, mais ne sont pas bien pour les taux d'intérêt. Ça n'a rien à voir. Parce que ils existent, ces capitaux-là. Voilà, ils sont dans le marché, ils existent partout. C'est pas un apport nouveau. Voilà. Mais c'est très bien pour la balance, puisque tous les besoins des États-Unis ont besoin à peu près tous les ans de 500 milliards de l'étranger à cause de leur déficit commercial. Donc là, les 2,4 trillions, c'est 4 années, donc voilà, il fait baisser le déficit commercial. C'est le seul atout à Trump dans son histoire, c'est le rapatriement. Et peut-être que même Hillary, elle va négocier avec les multinationales aussi un petit rapatriement, on verra. Voilà. Ils diront,
ou payer moins de taxes ou voilà, des impôts bon, et parce que, en fait, il y a un autre problème qui va se poser aussi. C'est que ces capitaux-là, puisque vous évoquez le sujet, de les 2,4 qui existent en Europe, il y a la Commission européenne qui est en train de lorgner dessus aussi. Qui ne va pas vouloir qu'ils repartent de sitôt, oui. On a vu l'histoire de Apple, où elle essaye, Vestager, elle essaie d'imposer 7% sur les 200 milliards de Apple, 14 milliards de dollars. Et il y a les autres aussi à suivre. Mais elle a dit, il y a tous les autres qui vont suivre. Là, ça ne va pas s'arrêter là. Donc là, il y a un enjeu. D'ailleurs, ça évoque un autre problème. Il y a un bras de fer qui est en train de naître actuellement et qu'on voit venir un peu avec l'histoire de la Deutsche Bank, l'histoire d'Apple, l'histoire de Airbus. Alors, la Deutsche Bank, pour mémoire, vous faites référence amende de 14 milliards. L'amende de 14 milliards qu'ils vont payer, oui. Comme par hasard. Une semaine après que l'Europe, la Commission européenne, impose à Apple de payer 14 milliards, la Deutsche Bank, elle est pénalisée pour 14 milliards. Exactement la même somme. Voilà. Donc, on est dans une logique, un bras de fer, voilà, de récupérer des multinationales, mais chacun veut récupérer chez l'autre multinationale, pas chez sa multinationale. Voilà. D'accord. Surtout... On n'a pas vu l'État allemand imposer à Deutsche Bank quoi que ce soit en pénalité. Oui, et puis surtout qu'avec le Brexit, comme l'Angleterre est sortie de l'Europe, maintenant l'Irlande reste une sorte de pôle très attractif pour les capitaux, et l'Europe ne veut surtout pas voir l'Irlande se vider de ses sociétés. C'est un autre problème. Moi, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire tracer les frontières entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. Oui, bon, il y a une frontière nouvelle à tracer, là, sur le même territoire. Je pense qu'on n'a pas fini avec le Brexit, mais bon, c'est pas notre sujet. Sujet, voilà. On va rester... Restons sur les capitaux étrangers, les capitaux à l'étranger que tout le monde veut récupérer. Que tout le monde veut récupérer. Alors, pour élargir un petit peu, donc, si je vous suis bien, Donald Trump veut appliquer une logique mafieuse, c'est-à-dire de ne pas rembourser parce qu'il joue de son rapport de force. Mais quelle est la politique d'Hillary Clinton vis-à-vis des autres puissances dans cette histoire de dette et de rapatriement de capitaux, avec la Chine par exemple ou avec la Russie? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une russophobie assez hallucinante de la part des Américains qui s'exprime tous les jours. Qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les grandes dynamiques qui sont en train de se mettre en place et qui ne font pas la une des titres? Je sais pas, vous remarquerez que voilà, Clinton, elle est pro-Chine, anti-Russie. Ouais. Dans tous ses discours, elle défend la Chine. Elle dit ils font des bêtises, parfois ils font des trucs illégaux, mais style acier, le dumping sur l'acier, mais on va leur imposer des trucs. Donc, elle n'est jamais très agressive vis-à-vis de la Chine, elle est tout le temps très agressive vis-à-vis de la Russie. Donald Trump, c'est exactement l'inverse. Donald Trump est très agressif vis-à-vis de la Chine. Il n'y a pas un seul moment où il n'attaque pas la Chine. C'est le premier prêteur, la Chine, des États-Unis. C'est le premier prêteur et le premier voleur de boulot. Oui, voilà. C'est ça pour lui. Donc, en fait, et par contre, il est très délicat et il fait l'éloge de Poutine parfois. Oui, on va même jusqu'à dire que Donald Trump est le candidat à l'élection présidentielle de Vladimir Poutine. Il faut quand même le faire. Elle est la candidate alors de Xi Jinping. Voilà. Oui, c'est ça. Non, je veux dire, dans ce rapport de force, il faut comprendre ça. Alors, tous les médias, bien sûr, puisqu'ils sont avec Hillary, et tout le monde devient anti-russe. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il faut pas. Mais elle est en fait, s'il y a des lobbies, s'il y a un lobby chinois et un lobby russe aux États-Unis, le lobby chinois il est avec Hillary et le lobby russe il est avec Trump. Voilà. Trump, bien sûr. Si on peut parler comme ça. Donc parce que les enjeux sont complètement différents, les stratégies sont complètement différentes. Lorsque Trump il va être protectionniste, isolationniste, etc. Donc lui, il a intérêt à mettre de côté la Russie, parce que voilà, il se bagarre pas avec la Russie, comme ça il va pas, son budget militaire va baisser. Parce que c'est pas la Chine il n'aura pas un problème militaire avec la Chine. Son problème militaire, s'il risque de l'avoir, c'est avec la Russie, d'accord? Donc il veut annuler la force de la Russie par des arguments de bienséance, bon. Et parce qu'il veut retirer toutes les bases militaires américaines à l'étranger, sauf dans la zone du Pacifique. Donc la zone opposée à la Chine. D'accord, oui, je vois. Son projet, c'est de baisser d'ailleurs, dans le troisième débat, il en parle. Ce qui m'étonne, c'est que les journaux n'en parlent pas.
Dans le troisième débat, il évoque la chose suivante. Il dit la chose suivante. J'en ai marre, on en a marre, les États-Unis, de financer les bases militaires. Alors, il nomme l'Allemagne, il nomme l'Afghanistan, il nomme le Japon, il nomme même le Japon. Alors, il dit, on veut plus financer les bases militaires américaines à l'étranger, c'est à eux de le faire, voilà. Et ça, c'est une tendance, du corps militaire américain. C'est pas uniquement Trump. Alors, je dirais la différence tout à l'heure avec Hillary. C'est-à-dire que le type, il est en train de dire ce qu'a dit Obama très gentiment, mais il a fait un peu avancer ses pions en disant, lors de la dernière réunion de l'OTAN, Obama était présent et il avait dit if Europe wants to play, they must chip in. C'est comme chip in, c'est comme au poker, c'est-à-dire qu'on met les jetons sur la table. Il faut mettre les jetons. Donc il faut payer. Mettre la mise. Voilà, il faut mettre la mise. Il faut miser pour pouvoir jouer. Et il dit voilà, l'Europe ne mise pas. Ils veulent jouer sans miser. Donc ils veulent jouer gratuitement. Ils jouent gratuitement. Alors Trump, il est dans la même lignée, sauf qu'il est beaucoup plus brutal. Voilà, dans cette histoire-là, et il va très très loin. Elle a un autre discours. Elle dit, quoi qu'il arrive, on va défendre nos alliés. Mais elle n'a plus les moyens. En fait, elle n'a pas les moyens. C'est ça le problème. Elle n'a pas les moyens. L'armée ne lui permettra jamais d'envoyer des troupes en Irak ou en Afghanistan. Je veux dire, des troupes, je ne parle pas de quelques centaines de soldats. Donc elle joue la mère... la maman vis-à-vis des anciens amis, il y en a quelques-uns qui ne sont plus des anciens amis, elle essaye de les calmer en disant écoutez, faites-moi confiance et puis on vous défendra. Mais elle ne pourra pas défendre ni les pays du Golfe, elle peut les défendre, mais ponctuellement, je veux dire, c'est pas, on ne verra plus la dernière guerre qui a eu lieu de ce genre-là, ça a été en Irak, c'est fini. Après, il n'y en aura plus des gars comme ça, ils ne vont plus envoyer des troupes. Quand on voit le désastre, oui, il y a de quoi arrêter ce genre d'opération, bien sûr. Ouais. Donc, mais elle est dans une rhétorique, je pense que, voilà, en fait, elle est dans une rhétorique qui va dans le sens de baisser le budget militaire gentiment, sans affront, sans se mettre à dos les amis, etc. Tout en faisant augmenter les budgets militaires des pays de l'Europe. Exactement. D'accord. Et Merkel, par exemple, elle joue le jeu. Merkel a annoncé il y a un mois et demi, elle a dit notre budget militaire l'année prochaine sera de 2% du PIB. Et lorsqu'on sait que le budget militaire allemand, il est même pas de 0,5, je crois, 0,7 ou par là, 0,6, c'est par là. C'est très faible, oui. Oui, il est très faible. Ça veut dire qu'il va doubler ou tripler ou quadrupler. Voilà. D'accord, donc on est dans une catégorie... Ouais, l'Allemagne va se réarmer. Et oui. Ça, c'est rassurant. Et avec l'accord des Américains. Ça, c'est très rassurant. C'est pas sans l'accord des Américains, mais c'est avec l'accord des Américains. D'accord. Voilà. On en arrive là. Donc, la logique, que ce soit Trump ou Hillary, sauf qu'avec Trump, ce sera très brutal, parce que lui, il va mettre, il va couper assez brutalement, puisqu'il est dans une logique mafieuse. Elle va le faire gentiment. Voilà. Son retrait sera petit à petit. Voilà. Un peu comme Obama, d'ailleurs. Obama se rétracte un peu petit à petit. Il a investi 4 milliards en Europe de l'Est, c'est rien du tout, sur je sais combien d'années. Mais il est en train de redéployer toute l'armée et toutes les positions stratégiques vers l'Australie, essentiellement, et en mer de Chine, on le voit. Voilà, c'est pour ça que les Chinois sont assez fébriles. Donc elle est dans la continuité de ce qui se passe actuellement. Lui, elle est avec une rupture. Voilà. D'accord. Donc l'histoire de la Chine et de la Russie, il faut la mettre dans ce contexte-là. C'est que l'un essaie de récupérer les voix des gens qui ont été attaqués, qui n'ont pas profité de la mondialisation, en disant c'est la Chine le problème, et il essaie de faire baisser le budget militaire brutalement en s'acoquinant avec les Russes, plus ou moins, je veux dire, il ne va pas aller jusqu'à l'alliance, non. Et l'autre qui continue dans une politique qui est mise en place par l'armée depuis quelque temps maintenant. Voilà, et puis elle est dans la continuité, de l'establishment américain. D'accord, donc dans les deux cas, Donald Trump s'appuierait sur la Russie pour s'alléger sur les dépenses militaires en leur laissant la Syrie et le problème moyen-oriental. Exact. En faisant pression sur la Chine pour ne pas rembourser la dette, et en même temps les accusant de tous les maux de la population américaine laissée sur le carreau. Et Hillary Clinton voudrait que l'Europe rentre dans la danse en payant, en se réarmant, en jouant sur les tensions avec la Russie, pour alléger son budget américain, son budget militaire. Exact.
D'accord, alors ça vient, une autre question qui me vient en tête que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les rapports avec l'administration? Comment les administrations, la NSA, la CIA, l'armée des États-Unis, on voit quand même des choses assez inquiétantes vu de la presse française, que l'armée ne répond plus aux ordres, que la CIA a choisi son candidat, que la NSA a choisi le sien, que on sort des mails, ça se tire dans les pattes. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nouveau déjà ou Non, ça a toujours été le cas. Toujours été le cas? Ça a toujours été le cas. Il a toujours été dit depuis maintenant une trentaine d'années que la CIA, elle contrôle le ministère des Affaires étrangères américain. Voilà. Généralement. Voilà. On ne peut pas avoir un ministre des Affaires étrangères sans qu'il soit en de bons rapports avec la CIA. Par contre, l'armée, le lobby, entre guillemets, de l'armée, cette institution-là, c'est le président. Voilà, c'est lui qui élit le président, ou c'est lui qui le plus a son mot à dire vis-à-vis du président. Alors, mais aussi, on a tous les autres lobbies, hein, là, on peut en parler. Hein, je veux dire, il y a tous les autres lobbies qui ont leur mot à dire. Lobby financier, lobby médical. Le lobby financier, on voit, il est avec qui le lobby médical, on voit aussi. Hein, le lobby médical, il est avec Trump. Oui, voilà. Parce que Hillary, elle a un discours un peu populiste à ce niveau-là. C'est elle qui est populiste dans le discours sur les médicaments. Soudain, elle n'est plus capitaliste, elle n'est plus libérale. Bon, bref. Donc, les lobbies, on les connaît tous. Mais il y a deux lobbies essentiels. C'est le lobby militaire et le lobby NSA, services secrets, CIA, etc. Les renseignements. Renseignements, voilà. Donc, dans ce contexte-là, Hillary, elle est la favorite. Pourquoi? Parce qu'elle s'est choisie. Alors, la CIA, elle a été ministre des Affaires étrangères, donc voilà. Donc, ces rapports avec la CIA sont beaucoup plus... Elle a toujours eu l'aval de la CIA. Elle n'a jamais été en dehors. Et tout le printemps arabe, tel qu'on le connaît, c'était, ça a été... C'est elle qui était aux manettes, donc elle a des rapports avec la CIA beaucoup plus proches que Trump. Exact, voilà. C'était pas Trump, ni les... Et en plus, alors, elle a mis tous les atouts de son côté, parce que le vice-président, dont personne n'en parle, il était dans le comité de la défense au Congrès. Voilà. Donc c'est quelqu'un de l'establishment militaire, c'est pas quelqu'un qui est dissident de l'establishment militaire. Parce que ce type-là qu'elle a choisi, en fait, il n'y avait aucune logique de le choisir. Il aurait fallu choisir un vice-président qui puisse attirer l'électorat de Bernie Sanders. C'est ce qui était logique, hein, un jeune, ou quelqu'un qui soit bien du côté de Bernie Sanders. Logiquement, si on voulait calculer. Non, elle a choisi la sécurité que le lobby militaire la soutienne. Voilà. Et dans une logique de continuité, comme il a soutenu Obama. Le lobby militaire a soutenu Obama. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc qui illustre ce que je dis. Lorsqu'il y a eu les primaires aux États-Unis, il y a 8 ans, sur tous ceux qui se sont présentés aux primaires, que ce soit chez les démocrates à l'époque, et les candidats républicains, McCain il n'y en avait qu'un seul qui préconisait le retrait de l'Afghanistan et de l'Irak. Il y en avait, du côté démocrate, il y avait une dizaine de personnes qui se présentaient aux primaires, et il y avait McCain en face. Il n'y en avait qu'un seul qui disait qu'il faut se retirer là. C'était Obama. Un black que personne ne connaissait, et le chef des armées à ce moment-là, en août, donc 4 mois avant les élections, il fait une déclaration à la presse en disant il faut qu'on se retire de l'Afghanistan et de l'Irak. C'est comme s'il donnait son aval directement en public à Obama, donc un inconnu. En outre, il commençait à être connu. Voilà. L'armée avait choisi son candidat. Ah oui, mais il l'avait choisi à lui. C'était le seul avec une rhétorique de retrait. Voilà. Et en fait, il a fait tout ce que lui a dit l'armée. Le retrait, après, le surge, lorsqu'il a il a augmenté les troupes en Afghanistan. Il a commencé par augmenter les troupes en Afghanistan suite à la demande de l'armée, parce que lui, il ne voulait pas. Mais c'est l'armée qui lui a demandé. Il a tout fait, voilà. Donc, Hillary, il est très bien placé actuellement à ce niveau-là, au niveau des lobbies de renseignement et militaire. Voilà. Et plus que Trump, c'est une rupture. Voilà, c'est une rupture. Alors, il paraît qu'il y a une partie de l'establishment qui le veut. Bon, on ne sait pas qui c'est, mais bon, de cet establishment-là, on ne sait pas. Pour moi, il n'est pas clair. Hein.
D'accord, donc il y a une zone d'ombre à ce niveau-là. Ouais. Alors, dernière question, j'aimerais revenir sur votre spécialité. Donc vous êtes quand même spécialiste des marchés financiers américains. À l'issue de cette élection, quid du libéralisme? Que va devenir l'économie américaine, internationale? Est-ce que le libéralisme va continuer sa dynamique ou est-ce qu'on va avoir un arrêt? Ou un ralentissement du moins? Alors, si c'est Trump, voilà, on a un arrêt. Voilà, ça, on en est sûr maintenant. Et un arrêt qui est plus ou moins brutal. Moi, pour moi, je pense que ça soit assez brutal. Ce sera une rupture assez importante qui ressemblera beaucoup. Les États-Unis d'Amérique, il faut comprendre, ils ont changé les règles à peu près tous les 30 ans. 25-30 ans, ils changent les règles du jeu au niveau planétaire. Soit par une accélération de libéralisme, soit par du protectionnisme, etc. C'est-à-dire, bon, on peut voir, hein, Bretton Woods, la chute de Bretton Woods, le consensus les accords Reagan-Thatcher, le consensus de Washington, et maintenant, voilà, on arrive. Et à chaque fois que les États-Unis passent par une mauvaise passe, ils changent les règles du jeu. Ils changent, voilà, avant on jouait comme ça, on déplaçait le pion comme ça, maintenant vous allez le déplacer comme ça. Voilà. Et là, ils veulent, c'est ce qui va arriver. Alors, ce changement de règles de jeu, pour Trump, il est brutal, voilà, on voit bien, comme on a expliqué. Pour Hillary, il sera beaucoup plus compliqué et long, et il sera plus dans la continuité. Sauf que, c'est-à-dire, on a les accords transpacifiques et transatlantiques, bien, quoi qu'elle dise que j'en veux plus, etc., elle en veut. Elle ne peut pas ne pas en vouloir, puisqu'elle est soutenue par les multinationales. Elle voudra modifier quelque chose, apparaître comme héroïque, comme quoi elle a imposé certaines nouvelles règles, etc., à la loi. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas, ça ne va pas, il n'y a pas de rupture à ce niveau-là. Par contre, elle risque d'avoir un grave problème, et qui n'est pas dans les clous, qui n'est pas actuellement, qu'on ne voit pas actuellement. Si, on commence à en voir les prémices. Duterte, en Philippines, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Bien sûr, oui. C'est spectaculaire ce qui se passe. C'est rare dans l'histoire d'avoir vu un président aussi véhément. Tout le monde parle de la folie de cet homme, comme on parlait de Trump, etc., et que c'est un phénomène. Sauf que, il change de camp, carrément. Très rapidement. Donc, en fait, il est en train de basculer d'un camp à l'autre, et ce faisant, il est en train de tuer le TTP, le Trans-Pacific Partnership, le TPP. Il est en train de le tuer parce que les Philippines, c'est une composante essentielle. Demain, il y a une autre élection dans les pays asiatiques. D'ailleurs, il va faire des émules. Là. Alors, demain, on risque d'avoir un autre pays, je ne sais pas qui, la Malaisie ou n'importe quel pays dans l'Asie, basculer. Et le TPP est mort. Voilà. Parce que le TPP, c'est quoi? C'est tous ces pays asiatiques contre la Chine. Or, la Chine, elle est en train de piquer, elle est en train de prendre quelqu'un de l'intérieur du TPP. Donc, et ça, c'est un élément nouveau, voilà, qui n'est pas dans qui a étonné tout le monde, en fait. Parce que le type vient d'être élu il y a 4 mois. Hein, oui, c'est tout récent, voilà. Bien sûr. Donc, il n'a pas encore introduit, sa variable n'a pas été encore introduite et on peut avoir une autre dissidence, comme on peut avoir aussi dans le transatlantique, les accords avec l'Europe. On peut avoir aussi des dissidences. Alors, des dissidences que ça peut être au niveau parce qu'il y a des élections à venir. On a vu des manifestations en Allemagne assez grandes quand même, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Pour l'Allemagne, c'est nouveau, en tout cas. Et on a la Wallonie aussi en Belgique qui ne veut pas je crois que c'est avec le Canada cette fois-ci. Voilà, d'accord. Mais si c'est le Canada, ça veut dire que c'est les États-Unis. Voilà, donc ça veut dire que les États-Unis sont derrière. Ils ne risquent rien avec le Canada. Non, ils risquent rien. Sauf que ça peut être une porte de sortie pour les peuples européens qui ne veulent pas. Oui. Pour la partie européenne qui ne veut pas, le Canada, ça passe. Sauf que le Canada... c'est l'ouverture vers les États-Unis. Et n'oublions pas que le Canada est dans le NAFTA avec les États-Unis. Donc les frontières sont ouvertes. Voilà. Toutes les multinationales américaines sont au Canada. Voilà. Donc ça peut être un pis-aller, quoi. Je veux dire, une façon de détourner le problème, le Canada, cette histoire-là. On verra, c'est à étudier. Mais par contre, elle peut avoir, dans sa logique de continuité, il y a beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes à venir, hein, je veux dire, et qui sont non calculables. Parce qu'ils ne dépendent pas des gouvernements actuels, ils dépendent des gouvernements futurs, et ils dépendent de la situation économique future. Si les États-Unis rentrent en récession, je doute fort qu'elle puisse aboutir à ce qu'elle veut. Hein. D'accord. Ou l'Europe aussi, voilà, parce que si les États-Unis rentrent en récession, l'Europe va en récession. Et on imagine très mal de nouveaux accords lorsqu'on est en récession. Voilà. D'accord, donc le prochain mandat présidentiel américain déterminera la conduite économique et stratégique à venir pour les 20 prochaines années. C'est un point d'inflexion dans l'histoire assez important, comme les élections de Nixon
ou comme les élections de Johnson. Voilà. En fait, Johnson n'a pas été élu premièrement, mais bon. Mais je veux dire, c'est ce point d'inflexion dans l'histoire. Merci Chibel El-Sabé d'avoir répondu à nos questions et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. C'était Audition, une émission du site Vue du Droit animée conjointement par Cyriac et Régis de Castelnau. Nous nous retrouverons prochainement pour l'audition d'un nouveau témoin.